Comment endiguer la violence à l'école? Tel était le thème de ces états généraux de la sécurité. Je vous présente tout de suite mes invités. Yves Michaud, vous êtes philosophe. Votre dernier essai, Qu'est-ce que le mérite, a été l'objet d'un débat à sa sortie dans cette émission. Vous avez participé à ces états généraux. Vous êtes exprimé dans le cadre d'un atelier intitulé « Comment asseoir l'autorité dans la classe ». Claire Mazeron, vous aussi, vous avez participé à ces états généraux de la sécurité à l'école. Vous êtes professeur agrégé de géographie, vice-présidente du syndicat national des lycées et collèges, et vous êtes l'auteur d'un livre sur l'éducation nationale, Autopsie du mammouth. Sonia Imloul, vous êtes la fondatrice et présidente de Respect 93, une association de prévention de la délinquance. Vous êtes l'auteur d'Enfants bandits, point d'interrogation, une enquête sur la violence des 3-13 ans dans les banlieues. Enfin, Gabi Cohn-Bendit, vous aimez qu'on vous présente comme militant de l'éducation alternative, professeur d'allemand, aujourd'hui à la retraite. Vous avez été le fondateur en 1980 du lycée expérimental de Saint-Nazaire, un établissement autogéré. Et votre dernier livre s'intitule « Lettre ouverte à tous ceux qui n'aiment pas l'école ». Vous y êtes rendu alors à ces états généraux de la sécurité? On ne m'a pas invité, donc voilà. Puis je suis loin, je suis en province. Puis en ce moment, c'est plutôt l'Afrique qui m'intéresse. Néanmoins, vous êtes là ce soir. Alors, je vais vous passer quelques extraits du 19-20 d'hier, afin que tous ceux qui n'étaient pas à ces états généraux comprennent ce qui s'y disait. C'est une première sur les bancs d'une université. La sécurité à l'école qui réunit des chercheurs, des proviseurs, aux côtés d'élus, d'élèves et de représentants des forces de l'ordre. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui ramassera leur copie demain soir. Il ne s'agit pas de tracer un énième plan de lutte contre la violence. Nous en avons beaucoup connu aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'imaginer, sans tabou mais avec audace, des solutions pragmatiques et innovantes. Combien d'élus, de gauche comme de droite, ont porté cet espoir depuis plus de 20 ans? De Jack Lang à Xavier Darcos, pas moins de 13 plans contre la violence scolaire ont été lancés. Jamais évalués, toujours pris dans l'urgence et l'émotion d'une agression grave. Ces dispositifs n'ont souvent pas tenu compte d'une autre forme de violence, moins spectaculaire. D'abord, c'est les petites violences du quotidien. Vous savez, c'est la bousculade, c'est l'élève qui se fait un peu grimer, l'élève qui se fait charrier en classe, c'est les insultes. Voilà, je pense qu'il faut déjà commencer par ça aussi. Les états généraux ne promettent aucune solution miracle. Très critiques sur la vidéosurveillance, les chercheurs ont insisté sur la formation des jeunes enseignants et la stabilisation des équipes dans les établissements difficiles. Alors pourquoi on en est encore et toujours à se poser les mêmes questions? Tous ces plans, visiblement, n'ont servi à rien. Est-ce que c'est parce qu'on pose mal les problèmes? Est-ce que c'est parce qu'on les invente peut-être aussi? Yves Michaud, quel est votre sentiment? Il y a un problème de mammouth et d'organisation. C'est vrai que les diagnostics, on les connaît. Les mesures, on a quelques idées. Mais en général, c'est très difficile de passer à l'action. Ce qu'a dit M. Châtel en disant qu'il faut absolument maintenant passer au concret, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de savoir si, une fois de plus, on ira au concret ou pas. Mais par exemple, en 2000, Lang avait lancé une campagne sur le respect, par exemple, et qui marchait très bien. Et puis en 2002, Darcos l'a arrêté, cette campagne, parce qu'à l'époque, le respect n'était pas de droite. Maintenant, c'est devenu un peu de droite, le respect, mais il n'était pas de droite. Donc, moi, je crois qu'en fait, tout simplement, il faut se mettre au travail. Moi, j'ai assisté aux États généraux, non pas parce que j'étais bien sûr invité, mais parce que nous avons déjà commencé à l'Université de tous les savoirs quelque chose de très concret. On a commencé à titre expérimental des modules de formation pour les profs, parce qu'on nous l'avait demandé, en fait. Et donc, on donne des modules pas seulement sur l'autorité, hein, sur le respect, sur la notion de sanction, sur l'interdisciplinarité, sur l'estime de soi aussi, qui est un élément très important pour les élèves. Et l'originalité, c'est que moi, j'ai fait un petit cadrage conceptuel pour qu'on s'y retrouve intellectuellement. Et puis, Sébastien Clerc, un prof de lycée professionnel, dans le 9-3, lui, fait l'approche pratique. Et en fait, moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Parce que vous avez le phénomène de violence, la grosse violence de faits divers, bon, qui relève effectivement ou de la criminalité ou de pétage de plomb, quoi, on peut dire. Et puis vous avez l'incivilité au quotidien, et comme le disait le garçon là, l'incivilité au quotidien qui va depuis le petit chahut jusqu'ensuite le dérapage grave. Et on s'aperçoit qu'effectivement,
C'est pas partout le cas d'ailleurs, mais souvent les enseignants sont démunis, les directions administratives sont démunies, parce qu'on est face à une jeunesse qui est un peu différente. Hein, je veux dire, on a peut-être des vieux cadres de vieilles conceptions de ce qu'on peut attendre des élèves, de la notion de discipline. Et à mon avis, il y a tout un mouvement, je dirais, de rénovation qui est en cours, qui commence d'ailleurs très bien, souvent dans beaucoup d'établissements, pas dans tous, hein, bien sûr. Je crois qu'il faut l'encourager et concrètement... on verra après plutôt pour les solutions que vous proposez les uns et les autres, mais d'abord, pourquoi est-ce que rien n'a marché jusqu'à présent? En tout cas, on nous dit que rien n'a marché. Claire Mazon. Je crois d'abord qu'il faut dire que ces états généraux sont un non-événement. Parce que c'est vrai que c'était un colloque scientifique où on a entendu en effet des experts, parfois autoproclamés, en sciences de l'éducation, en psychologie de l'enfant, très bien. De l'autre côté, des hauts fonctionnaires, des représentants de la haute administration, mais finalement quand même ce qui manquait beaucoup dans ces états généraux, c'était la parole des enseignants et des enseignants de terrain. Et il est quand même inconcevable, par exemple, qu'on ait refusé d'inviter un certain nombre d'enseignants des lycées où on a connu des faits de violence très récemment. Véritablement, c'est ce qui manquait, l'impression qu'ils... Et pourquoi ne les a-t-on pas invités? Alors que justement, c'est à la suite de ces faits divers qu'on a organisé ces états généraux. Je crois que justement, le problème, c'est de libérer aussi la parole, et peut-être qu'en entendant justement ces enseignants de terrain qui se confrontent tous les jours, pas justement à la violence la plus caractéristique, mais à toutes ces petites incivilités du quotidien, c'est là peut-être aussi qu'on entendrait des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qu'on discuterait finalement sans tabou. Parce que là, le discours qu'on a entendu, les conclusions auxquelles on arrive sont finalement très convenues. C'est toujours un peu les mêmes vieilles lunes, la prévention, la formation des enseignants, les questions de respect. Enfin, on n'a pas abordé d'abord le problème dans sa globalité, c'est-à-dire la prise en compte de l'élève en échec scolaire qui peut déboucher justement sur les comportements de chahut, éventuellement de violence. Et là, ça suppose de repenser l'ensemble du système éducatif, en particulier le collège, et d'autre part, on n'a pas tellement parlé non plus du manque de courage parfois de l'institution, c'est-à-dire de quelques chefs d'établissement, mais également plus haut aussi de l'administration centrale qui refuse aussi de traiter la violence de manière, on va dire, un peu plus coercitive. Quand un enseignant aujourd'hui a des problèmes dans sa classe, souvent il se tait. Alors on nous a dit qu'il ne faut pas rester isolé, mais quand l'enseignant parle, souvent qu'est-ce qu'on lui dit? Écoute, tu n'as qu'à changer ta pédagogie, c'est toi qui as un problème, les autres n'ont pas de problème. Qui lui dit ça? Ses collègues? Non, ça peut être le chef d'établissement. Que lui disent ses collègues? C'est le chef d'établissement. Il le laisse tout seul aussi, ses collègues? C'est souvent le chef d'établissement qui tient ce discours, c'est à lui qu'on remet un rapport d'incident quand on a un problème. Qu'est-ce qu'il peut faire le chef d'établissement et le recteur? C'est ses collègues qui peuvent faire quelque chose avec lui. Mais on ne travaille pas seulement, en équipe, l'équipe est très très importante. C'est vrai que la stabilité des équipes est importante, mais il est évident que sans réponse très ferme de l'institution et sans moyens justement, alors moi je ne suis pas pour la répression à tout va, mais tout simplement qu'on ait une réponse chaque fois qu'il y a un problème qui se passe dans une classe. Aujourd'hui, on laisse s'installer justement ce climat parce qu'on ne sanctionne pas les petites incivilités, parce que finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement de sanctions éducatives qui permettent justement de ne pas recommencer. Gabi Cohn-Bendit, alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'on continue de parler de ce problème et qu'on n'a pas l'air de savoir comment le résoudre? Parce que depuis tant d'années? Depuis 30 ans maintenant, chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, je lui fais une lettre ouverte que mon canard préféré, Libération Publique, depuis Savary, j'ai fait à Bayrou, j'ai fait à Langres, j'ai fait à tout le monde, sauf à Lègre. J'ai pas fait, non, sauf à notre chevènementiste numéro 1, Chevènement lui-même. Je lui dis, il n'y aura pas d'évolution du corps enseignant. Il veut faire ses heures, madame veut faire ses... Elle transmet des savoirs, elle n'est pas une assistante sociale, elle ne s'occupe pas. Transmettre des savoirs, oui. Mais vous voulez faire que ça. Mais je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. Et je dis, écoutez, regroupez les enseignants, comme mes amis de Vitruve, ou comme, alors Alain Boer, c'est pas ma tasse de thé, mais il a été dans une école à Mont-Saint-Mareuil, en plein quartier où une école... Ça explosait, un groupe d'enseignants freinait, l'a pris. Il n'y a plus de problème dans cette école. Il n'y a plus, vous pouvez sourire, c'est comme ça. Et Mont-Saint-Mareuil, c'est pas les beaux quartiers. Il n'y a plus de problème. Ils ont résolu. Les gosses aiment aller à l'école, ils veulent aller à l'école. C'était quoi le coup de baguette magique? Alors ça, on peut en discuter. Depuis des années, je dis, mettez ensemble des enseignants, mais mettez ensemble des enseignants qui sont pour l'ordre de la discipline, Brigelli, madame, etc. On fait de la publicité comparée. Ils doivent, mais bien sûr. Il faut un peu... La caricature, ce n'est que accentuer des traits
c'est pas dire le contraire de ce que c'est une bonne Vous nous parlez de l'école de la rue de Vitruve, un bilan a été tiré depuis, c'est des choses qui ont 30 ans, c'est les mêmes vieilles luttes qu'on entend sur la il n'y a pas de problème, c'est une école de quartier, dans le 18e, il n'y a pas de problème. Et vous savez, les gens de Vitruve, une des caractéristiques, ce qu'ils ont dit, quand Ségolène a dit l'horreur, 35 heures de présence, ils ont dit chic, ça nous fera 10 heures de moins par semaine. Parce que ça, c'est comme ça, les équipes d'enseignants qui travaillent à Mont-Saint-Barreuil, au lycée expérimental, c'était pas 18 heures. Il n'y avait pas de pion. On faisait tout, on était la relation totale avec les élèves. Tant qu'on ne voudra pas mettre des fous comme moi, ensemble avec d'autres fous, qui s'entendent, qui sont prêts à travailler jour et nuit. Écoutez, j'ai proposé à Darcos, 2 secondes, j'ai proposé à Darcos, bon, on s'est rencontrés, il venait, hein, septembre 2007, là, juste après les élections, je lui ai dit, écoutez, choisissez les 5 collèges les pires, où il y a un turnover de profs, où le plus ancien dans le collège, c'est l'élève qui a redoublé 2 fois, parce que les profs, au bout de 3-4 ans, quand ils ont leur point, ils s'en vont. Mais qui voudrait rester dans certains établissements? Eh bien, madame, je lui ai dit, trouvez les 5, je vous trouve les enseignants volontaires qui sont prêts à aller. Les enseignants je l'ai mis sur le café pédagogique le soir. Le lendemain, François Jarreau me dit, tu peux équiper une classe, il y en a déjà 25, ça paraît dans la nuit. À midi, il me dit 50. On a eu 350 enseignants volontaires pour aller dans les établissements. On s'est rencontrés en septembre. En octobre, j'ai rencontré celui de son cabinet, M. Sheringham, qui devait s'occuper de ça. J'ai dit, écoutez, fin octobre, début novembre, les 5 établissements dans la France, vous les trouvez. Octobre rien, novembre rien, décembre rien, janvier rien. En février, il annonce 5 établissements. Les établissements n'étaient pas au courant. Nous, on n'était pas au courant. C'était une bronca, etc. Et après, il y a des grands manifs. Nous sommes prêts, je le dis à Châtel, on est prêts. Trouvez ces fameux établissements. Je vous trouve les enseignants, pas seulement le chef d'établissement qui choisit, des enseignants qui sont prêts à y aller, à réfléchir, à passer le temps qu'il faut pour travailler et inventer des choses. Parce que pour vous, c'est de la présence et de la relation, c'est ça. C'est tout ça le moteur. Alors, pour madame qui disait tout à l'heure le savoir, moi j'ai fait un atelier avec des élèves, ça s'appelait comme ça au lycée expérimental, sur le suicide. Il y avait des élèves qui sortaient de 3e et qui étaient en philo et en première. On a fait le suicide dans la littérature française. Oui, madame Bovary est devenue une héroïne. Vous savez, après 15 jours de ce travail, on travaillait par 15 jours, on n'avait plus qu'une semaine avant les vacances, des élèves m'ont demandé de faire Phèdre. Moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé, Phèdre. Des élèves, là, avec les crêtes de coq, etc., et des machins, demandaient de faire Phèdre. Parce que cet atelier est parti de quelque chose qui était important pour eux, et on a creusé le suicide au Japon, le suicide dans la littérature française. Oui, le suicide en philo, bien sûr, les stoïciens et tout ça. Baudelot est venu à la fin, puisqu'il était à Nantes, il a été étonné du savoir. C'est qui Baudelot, pardon? Baudelot est un des grands sociologues, Baudelot et Stablet, comme Carpentier-Philippe, bon, Lagarde et Michard, c'est les doublettes, ex-Mao, l'école capitaliste divise, et puis maintenant, c'est bon, voilà. Hein, le niveau monte. Voilà, horreur de dire ça, le niveau monte aujourd'hui. Sonia Imloul, alors vous, d'après vous, pourquoi est-ce que depuis tant d'années, on fait des plans et rien ne bouge, et rien ne change? Enfin, la première question que je voudrais juste te poser, c'est est-ce qu'on défend aujourd'hui donc la cause des enseignants ou est-ce qu'on est là pour trouver aussi une solution aussi à ces enfants donc, qui sont d'une extrême violence et qui de toute façon seront déscolarisés très tôt et qui auront cette faculté. Voilà. Ils sont déscolarisés très tôt, ces enfants? Voilà, très tôt. Alors je pense qu'effectivement, c'est pas évident pour un enseignant de se retrouver face à un gamin qui va vociférer, frapper, etc. Parce qu'on voit quand même des situations très compliquées. Il ne s'agit pas justement de déscolariser, bien au contraire. Alors, si vous me permettez, maintenant il y a aussi donc, un phénomène qui existe et qui est malheureusement qui grandit et qui est grandissant, c'est celui aussi de l'extrême violence dès la primaire. On a des enfants qui aujourd'hui sont capables de commettre des actes violents qui n'ont d'égal que celui qu'on pourrait voir chez les collégiens ou chez les lycéens. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on n'a pas mal ciblé le problème? Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une intervention très tôt, chez les enfants le plus tôt possible, essayer de repérer des comportements qui sont un peu anormaux parce que forcément, ils ne sont pas nés comme ça, encore une fois, il faut quand même le souligner, pour ne pas faire l'amalgame, mais c'est quand même des enfants qui souffrent et qui seront de toute façon déscolarisés. On a un taux d'échec scolaire aujourd'hui et d'illettrisme, par exemple, dans le 93, qui est quand même relativement inquiétant. 63% des gamins sortent du CM2 en ne sachant ni lire ni écrire. Que vont devenir ces enfants? Quel comportement est-ce qu'ils vont avoir par rapport justement à cette mise sur le banc de touche, je dirais?
c'est les conséquences qu'on va retrouver souvent dans les collèges et dans les lycées. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas évident et il faut quand même couper la poire en deux pour un enseignant de se retrouver face à un enfant qui a été largué scolairement très tôt, trop tôt. Je crois que... Ni à Vitruve, ni à Mont-Saint-Mareuil, il n'y a de gosses qui sortent ne sachant pas lire et écrire. On pourrait s'interroger sur les résultats au baccalauréat, ensuite du lycée expérimental de Saint-Nazaire. On verra. Moi, je me sens très mal à l'aise là, parce que à la fois je suis... je me sens un petit peu entre vous trois, parce que en fait, Madame Mazeron parle de prendre le problème de manière générale. D'une certaine manière, Cohn-Bendit dit la même chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais s'il n'y aura pas assez de fous comme lui pour traiter tout le problème de manière générale, des passionnés, moi je comprends des passionnés de la pédagogie, d'une certaine manière j'en suis un, j'ai fait ça toute ma vie. Mais il y a aussi les gens ordinaires qui ont besoin d'avoir un travail et de travailler correctement. Et puis, Madame parle plutôt en termes de statistiques, ce que je comprends très bien. Moi, je suis plutôt un faiseux qu'un diseux. Et ce que je vois, c'est d'abord la situation dans les écoles en France est extraordinairement différente. Il n'y a pas un établissement qui est le même. Ça dépend des bassins de population, ça dépend des régions, ça dépend du contexte, ça dépend aussi quelquefois tout simplement de la communauté de l'établissement. Par exemple, vous avez dans des zones déshéritées, vous avez des lycées libres qui sont où l'atmosphère est totalement différente du lycée public à côté, tout simplement parce qu'il y a un engagement des parents qui est différent, avec d'ailleurs des élèves d'origine musulmane dans le lycée libre. Le voile. Avec le voile, exactement. Donc vous avez une diversité considérable. Et moi, ce que je vois, c'est que les remèdes généraux, vous disiez pourquoi ça n'a pas marché. Moi, les questions pourquoi ça n'a pas marché m'intéressent, mais pas beaucoup. J'aimerais bien que ça marche, si vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les choses fonctionnent et se fassent. Et je dirais que c'est des problèmes qu'il faut aborder de tous les côtés à la fois. Bon, par exemple, il y a une action très évidente à faire du côté du collège. Moi, j'ai enseigné la philosophie à titre expérimental au collège. Ça, je ne leur enseignais pas la vraie philosophie dogmatique, mais à dialoguer, à s'écouter, à parler, à utiliser le langage aussi. Les déficits de langage sont considérables aujourd'hui. Eh bien, ça changeait quelque chose même dans la vie du collège. Ça changeait quelque chose dans la vie du collège. Ensuite, dans le lycée, il y a plein de choses à faire, bien évidemment. Les professeurs, quand les professeurs, par exemple, vous parliez de sanctions, les professeurs, il arrive un incident grave. Le professeur ne sait pas ce que c'est qu'une sanction. Ça, je l'ai vérifié. Parce qu'une sanction, au fond, c'est un truc purement administratif. Et puis, quand on dit qu'il faudrait plus de sanctions, l'éventail des sanctions, c'est quasiment rien. C'est l'avertissement et puis, disons, mettre les gens dehors pour un certain temps ou définitivement. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est travailler en amont de la sanction. Expliquer que, d'une certaine manière, il y a des sanctions positives. On peut gratifier, ce qu'on appelait les bons points avant, les récompenses, un voyage, aller faire quelque chose, la fameuse cagnotte dont avait parlé le recteur Blanquer, et je crois que c'était une bonne idée. Et puis, on peut aussi avoir des sanctions avant la sanction, je veux dire, ce qu'on appelait dans le temps des punitions, c'est-à-dire faire un travail qui les intéresse. Il faut travailler aussi, et là je suis d'accord avec Cohn-Bendit, il faut travailler de manière considérable sur les programmes. Une grande raison de l'échec scolaire tient au fait que les programmes, pas tous, mais dans certains secteurs, les programmes n'ont aucun sens pour les enfants. Aucun sens. Donc il faut les adapter à ce qui les intéresse. Il faut trouver à les adapter. Par exemple, on est dans une société de l'image, par exemple. Vous avez encore du cours magistral. Moi, j'ai fait l'expérience de réformer des programmes de philosophie pour la principauté d'Andorre. Le passage, par exemple, au PowerPoint, ça réduit le cours magistral à très peu de choses. Mais il y a 20 minutes extrêmement fortes, intenses, de dogmatisme, où on explique un cours. Alors là, vous aimeriez ça, hein, ça c'est dogmatique. Pour le reste de la classe. Ça marche très bien. Après, vous avez, sur la base de ça, vous avez 40 minutes d'interactivité qui marche très très bien. Donc moi je crois que c'est un chantier à travailler dans toutes les directions. Et si jusqu'ici ça n'a pas marché, c'est parce qu'on a voulu faire des dispositions générales. Par exemple, quand on dit sanctuariser le lycée, moi j'en vois plein des lycées. Il y a des lycées où il n'y a rien à sanctuariser du tout. Il y a des lycées où en revanche les équipes de sécurité elles peuvent être utiles. Tout simplement parce que la violence qu'il y a dans le lycée, c'est pas la violence du lycée, c'est la violence de l'extérieur, c'est la violence des bandes qui viennent régler leur compte. Mais vous avez la même chose dans les centres de travail la nuit, dans les entreprises. Hein, je veux dire, comme le milieu détermine la violence. Au Brésil, dans les favelas, où il y a une violence qui est quand même autrement que celle qui est dans nos quartiers. Il y a des lycées, des collèges où il ne se passe rien, parce que les équipes ont travaillé autrement. Les gosses se sentent protégés là de tout ce qu'il y a. Ils aiment y aller, ils sont
et ils travaillent parce que des Mais équipes là, s'en occupent. Et c'est dans un quartier dans le violent. sens de Mme Masseron, parce que moi, je pense aussi que ce qui est mon expérience des lycées, et j'en ai vraiment vu dans les 5 dernières années beaucoup, c'est qu'il y a plein d'enseignants qui sont prêts à faire beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a un vent de rénovation, et non pas de révolte, un vent de rénovation. Alors, c'est pas toujours aussi bien que vous pensez. C'est un petit groupe qui fait équipe. Hein. Je veux dire, un établissement qui fonctionne bien, c'est qu'il y a une communauté, pas forcément de tous, qui fonctionne bien, qui a un bon principal ou un bon proviseur, et qu'il y a un sens de la communauté. C'est ce qu'on appelle la community au sens anglo-américain, hein, je veux dire. Claire Mazon. Oui, je comprends pas très bien pourquoi M. Cohn-Bendit s'énerve autant ce soir, parce que tout ce qu'il préconise a été largement appliqué dans les programmes et les méthodes pédagogiques depuis 30 ans. Et ça conduit, et c'est ce que soulignait Madame, à amener une grande proportion d'enfants à l'entrée en 6e qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et c'est ça la vraie violence. La violence de l'institution, si elle existe, c'est de ne pas transmettre justement le minimum vital pour survivre ensuite dans la suite du parcours. Moi, je veux bien appliquer des nouvelles pédagogies dans des établissements expérimentaux, mais leur généralisation, il faut quand même voir ce que ça a donné. Les pédagogies non directives, le constructivisme, l'enfant placé au centre qui construit tout seul ses propres savoirs et qui, en quelques heures, est censé reconstituer l'ensemble des connaissances qu'on a depuis 2000 ans. Écoutez, c'est vous qui avez été caricaturaux. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Je veux dire quand même que toutes ces méthodes, c'est des vieilles lunes, elles sont appliquées depuis des années. Alors peut-être qu'on n'est pas allé assez loin à votre sens, mais pour nous quand même, soyons clairs, elles ont surtout conduit à bloquer durablement l'ascenseur social en sous-sol, parce qu'il y a encore, on va dire, une trentaine, une quarantaine d'années, il y avait peut-être beaucoup moins d'élèves en effet qui accédaient à l'enseignement secondaire, mais il y avait aussi au moins 15% d'enfants. Il y avait au moins aussi 15% d'enfants de milieux défavorisés qui accédaient aux grandes écoles, alors qu'aujourd'hui on est à moins de 5%. Alors l'injustice sociale, si elle existe, et elle est génératrice de violence, elle est aussi justement dans le refus de transmettre. Alors s'adapter aux élèves, non, parce que justement, soyons pas 15% des enfants des milieux populaires, c'était 15% des enfants des grandes écoles qui venaient des milieux populaires. On peut utiliser toutes les pédagogies qu'on veut, le seul intérêt c'est qu'elles soient efficaces. Or, pour l'instant, il paraît quand même, et ça a été prouvé également scientifiquement par un certain nombre de chercheurs, que les pédagogies les plus efficaces, ou en tout cas les plus adaptées à un grand nombre d'élèves, sont justement les pédagogies qu'on dit directives. Alors, moi, je veux bien qu'elles soient pas... C'est pas ce qu'on fait en Finlande, c'est pas ce qu'on fait au Danemark. C'est pas du tout la même population sur de tout petits États, ce n'est pas comparable. C'est toujours l'exemple qu'on nous cite. De capacité des élèves en maths, en français, et qui réduisent les écarts. Il y a également de la violence en Finlande, on l'a vu récemment. Je voudrais vous poser le problème autrement, parce que Sonia Himnouk, dans son livre, elle dit finalement, s'il y a des problèmes au collège, c'est parce qu'on n'a pas voulu s'occuper des enfants qui étaient déjà violents à la maternelle. Et le meilleur moyen, d'après vous, si je vous ai bien comprise, de s'occuper de ces enfants qui sont déjà violents à la maternelle, c'est de réintroduire les parents dans la vie du collège. Genre, vous dites que leurs parents, la plupart du temps, sont exclus. Tout à fait. Alors, je te réponds juste à deux choses, à M. Cohn-Bendit et également à monsieur. Tout à l'heure, vous parliez d'accompagnement parental. Aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, où sont les parents? La violence, l'apprentissage de la violence, en tout cas, ça s'apprend, on peut, comment dire, éviter la violence parce qu'on a appris justement à la canaliser, à la maîtriser. Qui transmet, en règle générale, ce sont quand même les parents. Un enfant ne se réveille pas un beau matin en se disant « tiens, je vais casser, etc. etc. » C'est juste pas possible. Bon. Monsieur, tout à l'heure, parlait des favelas. Pour avoir eu l'occasion d'aller au Brésil, la volonté de ses parents et de ses enfants à apprendre à tout prix, parce que j'ai rencontré des mamans qui faisaient des ménages en plus pour pouvoir payer l'école à leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas la chance que nous avons ici en France, parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, la clé de la réussite et l'école est le savoir. Aujourd'hui, dans nos quartiers, nos enfants ne sont plus armés, c'est un euphémisme, parce qu'ils n'ont pas ce savoir. Et bien évidemment, le fait d'être encore une fois mis de côté, pour des tas de raisons, parce que les parents n'ont pu accompagner, n'ont pas su, enfin pour des tas de raisons, eh bien on va les retrouver aujourd'hui dans ces statistiques-là, avec, mis en examen pour agression sur professeur, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut juste que ce problème-là devienne apolitique, qu'on comprenne et qu'on essaie de travailler ensemble pour trouver des moyens pour enrayer cette violence-là. Parce que depuis tout à l'heure,
On parle des professeurs qui sont bons, pas bons, etc., qui veulent 35 heures ou pas 35 heures, enfin, peu importe. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de trouver un début de piste pour que ces gamins puissent enfin acquérir le minimum, c'est-à-dire l'écrit et le parler, qu'ils ne maîtrisent pas aujourd'hui. Encore une fois, quoi qu'elles disent, d'abord, 68, nous étions une minorité avant, et nous sommes restés une minorité. Vous avez été bien après. formé par l'école à l'ancienne. Alors ensuite, vous pouvez développer ce que vous voulez sur Non les mais nouvelles pédagogies. attendez, Bon. on a été une minorité, donc on n'a rien pu faire capoter. Les profs, après 68, ont continué leurs cours comme avant, et vous êtes majoritaire dans l'établissement, que vous soyez au SNALC, au SNES, etc. C'est la grande famille de l'autorité qui marche plus, ça c'est votre problème. Nous, on fait autrement, et je dis que partout on a réussi, nous, à faire la petite minorité, ça se passe bien. Pour la violence, ils acquièrent des savoirs et ils se passionnent pour ces savoirs. Je trouve scandaleux que les mathématiques, cette chose merveilleuse, le corps enseignant arrive à en dégoûter tous les élèves, même ceux qui sont dans les classes scientifiques, quand on leur dit pourquoi vous faites ça puisque vous n'aimez pas, ah ben ça ouvre les portes. On n'arrive pas à faire aimer les mathématiques, on n'arrive pas à faire aimer la littérature, tous ceux qui parlent littérature, les gosses ne l'aiment pas, vos élèves à 80% n'aiment pas, ils savent qu'il faut. Pourquoi ne pas dire il faut faire aimer la littérature? En quoi c'est grave de dire on peut aimer les savoirs et pas seulement obligé, tu feras, tu n'aimes pas, mais c'est pas grave, tu feras. Mais je dis faites aimer la littérature, faites aimer la littérature aux enfants, faites aimer la littérature. Alors, moi, je suis d'une génération, j'avais la chance d'être d'une génération, même si Corneille, Racine, tout ça m'emmerdait, je lisais Dumas, Verne, tous les grands romanciers, Kerwood, etc., tous les romans d'aventure de gosse. J'étais un fort lecteur de littérature qui était la mienne. Ça, ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, qu'on m'ait dégoûté de Racine, Corneille, etc., c'est pas grave. Je suis resté un lecteur jusqu'à ce que je tombe sur Le Voyage au bout de la nuit, sur la repassion, Dostoïevski, parce qu'on m'emmerde, c'est toujours la littérature française. Alors, il faut redonner du goût de lire et d'écrire. Freinet savait faire ça. Écrire, c'est pas faire des devoirs pour des profs, c'est écrire à des correspondants. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut faire des journaux, les élèves peuvent écrire sur leur vie, sur ce qui se passe dans le monde. Ça a 70 ans, Quand Allègre, si on faisait la tectonique des plaques au moment où il y a des Haïti, qu'est-ce que c'est Haïti? Eh bien, à ce moment-là, on va faire la tectonique des plaques juste au moment où personne ne s'intéressera à ces phénomènes. En quoi c'est grave de partir de l'intérêt et construire de cet intérêt tous les savoirs et ceux que vous voulez, il y en a qui sont même en commun, etc. C'est tout. C'était la conclusion de Gaby Cohn-Bendit, la conclusion de Claire Mazeron. Non mais écoutez, je crois qu'en plus, la question de la violence, parce qu'il faut quand même y revenir, on a un petit peu débordé, on parlait des enseignants, mais c'est aussi celle quand même des élèves qui subissent tous les jours aussi, et en premier lieu ces incivilités. Alors moi je dis quand même un petit peu de discipline, un petit peu d'ordre républicain, cela s'entend, comme l'a rappelé M. Chevènement lors de ses états généraux, je crois quand même ça permettrait de travailler professeurs comme élèves sereinement dans les classes, et c'est l'essentiel. La transmission de M. Cohn-Bendit, justement, de ce savoir, de l'envie, de l'amour, du livre et autres. Par qui est-ce qu'elle démarre où? Elle ne démarre jamais à l'école, en réalité. Eh bien, on apprend. C'est un problème que des familles n'ont pas de livres, n'ont pas de trucs. Moi, c'est bien en Afrique. Eh bien, c'est en ça que l'école est fondamentale et que je suis un fanat de l'école. C'est dans l'école qu'on apprend à rencontrer toutes ces choses-là. C'est dans l'école qu'on apprend à rencontrer des gens de milieux différents et qu'on devient citoyen. Oui, les classes Freinet, elles font des coopératives. C'est un élève qui préside. Et ça, c'est apprendre la démocratie. C'est pas le cours d'instruction civique. Quand le prof est le seul à donner la parole à tout le monde, je dis on n'éduque pas la démocratie. Quand un élève est président de séance et que le prof, s'il veut parler, doit lever le doigt à ce jour-là, on apprend aux élèves ce que c'est que la démocratie, on parle chacun à son tour. C'est comme ça à l'école. Claire Mazeron, vous n'avez pas conclu tout à fait. Alors non, mais M. Cohn-Bendit présente comme nouvelle des choses qui se font depuis 70 ans. En tout cas novatrices. C'est 1920, Freinet. Justement, puisqu'on parle d'expérimentation, il y a des choses qui existent. Alors en matière des horreurs pédagogiques, certainement pour M. Cohn-Bendit, c'est-à-dire de la transmission directe, c'est les classes SLEC, savoir lire, écrire, compter, calculer. C'est une expérimentation qui a été mise en place par les instituteurs.
ça marche très bien. Dans des écoles, justement, de milieux très défavorisés. Alors là, pour le coup, c'est de la pédagogie à l'ancienne. Mais ça marche bien. Donc je veux dire par là que généraliser partout Freinet, je ne suis pas sûre. Hein. Mais Freinet était peut-être doué, ce n'est pas le cas forcément de ceux qui l'ont suivi. Je suis pour Donc la il faut quand même publicité proposer comparée. un enseignement qui soit adapté à tous et qui permette surtout à tous de réussir. Tout à fait. Donc soyons clairs, faire aimer la littérature, c'est très bien, mais les programmes actuels que vos théories pédagogistes ont contribué à faire développer, ont vidé justement les programmes des œuvres du patrimoine littéraire français. Au lycée aujourd'hui, au lycée, on va avoir une option en seconde qui va s'appeler littérature et société, où il n'y a pas une seule œuvre du patrimoine qui est citée, que ce soit français ou étranger. Donc je veux dire par là que tout ce courant que vous représentez aussi a contribué à vider l'enseignement de ces contenus. Donc moi, ils ont lu Werther. Et donc pour vous, les programmes, c'est très lié à, si violence il y a, c'est lié au désintérêt. On parlait d'éducation des élèves. La première éducation, elle se fait justement, l'esprit critique, par le contact avec les textes fondateurs du patrimoine. C'est pas en disant à l'élève, tu vas être un bon citoyen, il faut que tu te comportes bien, qu'on va le convaincre. C'est justement par cette connaissance de la langue, par cette connaissance de l'histoire, de la géographie qu'on acquiert. Le plus cultivé d'Europe, c'était l'Allemagne. L'Allemagne de 1933 était le peuple le plus cultivé. Ça suffit pas. Ça suffit pas. La conclusion d'Yves Michaud. Ma conclusion, elle sera beaucoup plus provisoire, j'imagine. Très provisoire. Je crois qu'en fait, vous faites un conflit de méthode. Moi, je ne suis pas du tout favorable à ça. Je pense qu'en fait, il y a des initiatives à prendre et puis des aménagements à faire. Par exemple, sur les mathématiques, le fait qu'on continue à dissocier l'enseignement de la physique et des mathématiques fait que presque tout le temps, un élève ne comprend pas à quoi servent les maths. Le travail en binôme ou la double spécialisation pour les profs, c'est à encourager. Mais il y a des équipes qui s'en rendent compte. Moi, encore une fois, je ne crois pas à ces grandes discussions générales. La main à la pâte, c'est remarquable. Il faudrait trouver quelque chose d'équivalent au collège et puis ensuite au lycée. Bon, nous, par exemple, nous organisons des conférences de l'Université de tous les savoirs dans les lycées en amenant des prix Nobel, des gens comme ça, des grands chercheurs. Un grand vulcanologue qui se trouve à Auxerre et les élèves lui demandent des autographes. Il me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui dis attendez, ils ne verront jamais un chercheur à Auxerre, un vrai chercheur, sauf s'ils deviennent chercheurs. Mais comment est-ce qu'ils pourraient avoir envie de devenir chercheur? Moi, je crois qu'en fait, il faut être extrêmement pragmatique. Il faut revoir les programmes. Il ne faut pas avoir l'idéalisme d'une pédagogie où, disons, comme l'Ajax d'Amsterdam, tout le monde attaque, tout le monde défend, parce que c'est tuant. Hein, il faut être des passionnés pour ça. Mais en même temps, il ne faut pas. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est si j'avais un mot de conclusion, me laisser dire au moins, c'est qu'on ne peut pas désolidariser le contenu et la méthode. Aujourd'hui, il faut bien voir que enseigner un contenu, c'est aussi savoir enseigner une méthode pour s'approprier le contenu. Or, il reste encore un peu cette cassure, aussi bien au niveau des programmes, des idéologies de certains profs aussi, et aussi des idéologies de certains pédagogues qui font de la didactique sans savoir ce qu'il y a dans les contenus. Moi, je crois qu'en fait, il faut revenir à ça, et il y a des grands aggiornamento à faire, mais encore une fois, moi, je suis optimiste, ils se font, hein, vous savez, ils se font. Il y a plein de lycées qui innovent, il n'y a pas que des lycées à problème, on se concentre toujours sur les lycées où il y a des violences, oui, mais c'est pas partout, c'est pas partout que les enfants sont violents. C'est sur les Dernier mot, Sonia. Moi, je trouve honnêtement, c'est totalement surréaliste parce que, essayer de faire de l'expérimental dans des endroits où on est capable de sortir un couteau, une arme blanche, de frapper un professeur, etc. Enfin, je ne suis pas sûre que vous restez plus de 2 heures, à mon avis. Je vous le dis très clairement. Je ne me suis jamais occupé que des gosses comme ça. C'est la seule chose qui m'intéresse. Très bien. Alors, faire le pari qu'on y arrivera. Si vous le permettez, cher monsieur, aujourd'hui, il y a quand même des endroits qui sont aujourd'hui considérés comme étant le quart monde de la France, où plus rien n'est possible, où plus personne ne rentre, où plus personne ne veut venir travailler. Sauf les enseignants. Voilà. Sauf qu'à la fin, au bout de 6 mois, ils finissent en scolétique. C'est pas vrai, si, monsieur, on les voit à l'arrêt de bus en train d'être là, totalement hagards. Qu'est-ce que je fais? C'est des gens qui ne sont pas préparés à avoir une population compliquée, des enfants qui ont été en difficulté, qu'on n'a pas su repérer très tôt. Et aujourd'hui, on en est là à parler de choses qui n'ont pas vraiment, à mon avis, de lien direct avec cette fameuse violence qu'on a pu entendre dans les médias, qui était quand même extrême. Voilà. Mais qui étaient des faits divers précis aussi. Ils sont légèrement suivis quand même et toujours sur le même territoire, bizarrement. Donc bon, c'est quand même, il y a quand même aussi quelque chose qui ne va pas. C'est la forêt d'événements graves qui cache la forêt d'incivilité, voilà. Et puis frapper, monsieur, il faut quand même remplacer ce qui est à César. Frapper quelqu'un, comme ça a été le cas, ce n'est pas une incivilité, c'est un acte de délinquance qui doit être puni, parce qu'on ne peut pas non plus confondre incivilité
et actes délinquants. Ça, je pense que c'est justement nous ce que nous faisons, c'est nous ce que nous faisons dans nos formations, c'est ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'en fait ces formations, on va les étendre maintenant à toutes les académies. Donc, je veux dire, l'expérience qu'on a menée cette année a eu un tel succès que je pense que, en fait, c'est le second point du programme de Châtel, c'est ce que nous allons faire. Nous allons promouvoir ça. Cela donc aux primaires, parce que je crois encore une fois qu'il faut on essaye, on ne peut pas tout faire à la fois, mais c'est vrai que très souvent, dans nos formations, on trouve des gens qui viennent du primaire, il y a les assistantes sociales, il y a les conseillers d'éducation, et toute l'équipe vient là, hein, je veux dire, il faut considérer l'ensemble du problème. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat, un débat qu'on aura sûrement d'autres fois, dans d'autres circonstances. On va s'intéresser maintenant à la guerre mondiale de la culture, car elle est déclarée, d'après ce que raconte le sociologue Frédéric Martel dans son livre Mainstream, une enquête sur la culture qui plaît à tout le monde. Alors cette culture qui plaît à tout le monde, on la connaît, c'est à la fois dans le cinéma Avatar, qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Il y en a plein. Il y a Harry Potter, Desperate Housewives, il y a Super Mario, Alice au Pays des Merveilles. C'est ça la culture mainstream, la culture dominante. Et le problème, c'est l'uniformisation du goût. Alors Frédéric Martel, bonjour. Vous êtes l'auteur de Mainstream, une enquête qui vous a emmené dans 30 pays, une enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde. C'est la culture grand public, hein, mainstream en anglais, la culture dominante. Et c'est cette guerre mondiale que vous étudiez dans votre livre. C'est une guerre de parts de marché, bien sûr, mais c'est aussi une guerre du goût. Comme on va le voir au cours de cette émission, Daniel Granet et Catherine Lamour, vous avez toutes les deux fait aussi une enquête journalistique qui vous avait emmené aux quatre coins de la planète, mais cette fois, ça s'intitule « Grand et petit secret du monde de l'art ». Alors le monde de l'art, c'est un monde que vous voyez comme une société secrète, mondiale, qui agit en plein jour et qui est formée d'une centaine de personnes et qui, là aussi, aboutit à une uniformisation du goût, comme on va pouvoir s'en apercevoir. Pierre Lescure, vous avez participé à cette guerre mondiale de la culture en tant que PDG de la chaîne Canal+, qui s'est développée à l'époque partout en Europe, puis en tant que patron d'une major hollywoodienne, les studios Universal, quand est né le géant de la communication Vivendi Universal. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la guerre culturelle, vous êtes toujours dans la guerre du goût, vous dirigez le théâtre Marigny à Paris et vous proposez à partir du 14 avril et jusqu'au 24 2 pièces de Shakespeare en anglais, sous-titré, mise en scène par Sam Mendes, le réalisateur d'American Beauty et des Sentiers de la Perdition. Et enfin, à côté de vous, Françoise Bonnardel, philosophe, vous enseignez à la Sorbonne et vous publiez Des héritiers sans passé, un essai sur la crise de l'identité culturelle européenne. En effet, d'après les livres de Frédéric Martel, de Catherine Lamour et Daniel Granet, c'est l'Europe qui est victime de cette mondialisation de la culture, alors que ce soit dans la culture mainstream ou dans l'art contemporain. Alors commençons par la culture mainstream, Frédéric Martel. Cette guerre mondiale dont vous nous dites qu'elle est déclarée, en quoi nous concerne-t-elle ? Alors d'abord, bonsoir. Mainstream, ça signifie courant dominant, ça signifie de masse, ça signifie populaire, ça peut être positif dans le sens culture pour tous, ça peut être négatif dans le sens de suprématie, impérialisme, et évidemment les Américains sont visés. Ce qui est en train de se passer, c'est deux choses. D'une part, une domination des Américains qui se renforce avec la mondialisation, y compris un peu partout dans le monde, et d'autre part, la naissance, l'émergence de pays dits émergents, justement, qui, alors on le savait, hein, je ne suis pas le premier à le dire, la mondialisation, on avait vu ça depuis un moment, on avait moins vu qu'ils apparaissaient aussi, qu'ils émergeaient aussi avec leurs médias et leur culture. Donc ce débat sur la culture mainstream, au fond le mot mainstream, peut-être un peu grâce au titre du livre, devient lui-même mainstream, on l'emploie pas mal en ce moment parce que c'est une sorte de... en fait, si on veut exister dans le monde, eh bien, il faut aussi exister avec des produits qui sont capables de toucher tout le monde, partout dans le monde. Mais ça pose évidemment, naturellement, le problème, je dirais, de la monotonie, de la répétition, de l'impérialisme et d'une forme de disparition de diversité. Alors, ce dont vous êtes aperçu au cours de cette enquête, où vous rencontrez à peu près tous les magnats, les moguls, les nababs de l'industrie du divertissement, puisque votre livre court sur toute l'industrie du divertissement, ce que vous voyez, c'est que les Américains, ça marche. Chaque année, ils ont de nouvelles parts de marché. De plus en plus, il y a des cultures émergentes. Il y a les Chinois, le Sud-Est asiatique, les Indiens, le Moyen-Orient. Ils commencent tous à vouloir, eux aussi, gagner des parts de marché, ou en tout cas défendre leur territoire. Et les seuls qui ont l'air d'être sur les défensives, c'est les Européens.
chaque année, les Européens cèdent devant les industries du divertissement qui viennent d'ailleurs. Ils sont ce qu'on appelle un peu buzz-off, hein. Ils sont en dehors du buzz bientôt. Pourquoi? Parce que d'abord les Américains s'intéressent assez peu à eux. J'étais chez la patronne d'un studio que notre invité connaît bien et je parlais avec elle, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt comme souvent les patrons des majors, ils sont un peu ennuyeux, ils ont un peu la langue de bois. Et puis vous avez deux cerbères, des pierres, vous savez les public relations qui contrôlent tout ce qu'ils disent. Et puis bon, ça n'avait aucun intérêt sauf qu'au-dessus d'elle, il y avait 3 horloges. China Time, India Time, Japan Time. Les yeux de l'Amérique étaient rivés sur l'Asie. Et c'est en fait ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Vous avez une vraie tension. Que vous soyez à Shanghai, comme je l'étais en Corée, que vous soyez au Brésil, à Rio, que vous soyez en Égypte, vous avez des patrons de ces industries qui vous disent on a le nombre, 1,3 milliard de personnes en Chine, 1,2 milliard en Inde, on a des valeurs. On a l'argent, hein, dans le Golfe, il y a de l'argent, en Chine, en Inde, il y a de l'argent, et nous allons battre les Américains sur leur propre territoire, c'est-à-dire sur Hollywood, avec leurs valeurs. Et je vous ai amené un petit cadeau, Frédéric, c'est que lorsque j'étais chez Al-Walid, le prince Al-Walid, 5e fortune du monde, il a des actions, comme vous le savez, chez Apple, chez Time Warner, il possède une partie de Disney, les hôtels Georges V, que vous allez sans doute souvent. Eh bien non, vous n'y allez pas. Au Four Seasons, c'est à lui. Eh bien Al-Walid, il est en Arabie Saoudite, à Riyad, où je me trouve, j'interroge le staff, etc. Et puis il me fait un petit cadeau, un petit sac, je l'ai apporté, vous voyez, emblème au fond du groupe, c'est marqué Rotana, etc. Tenez-le bien devant vous et ne le bougez pas. Voilà, pour qu'on le voit. Et alors, en fait, qui est l'emblème de 50% de la musique arabe, c'est Rotana, 70% du cinéma arabe, c'est Rotana. Ils veulent être présents partout dans le monde. Aujourd'hui, ils installent des télés en Europe, etc. Et alors, je l'ai déplié, je me suis dit, c'est magnifique, ma petite sacoche, je vais pouvoir porter mon livre mainstream. Je l'ai ouvert. Et c'était un tapis de prière portatif islamique. Mais c'est un moderne, hein, c'est plutôt quelqu'un... Vous voulez dire que c'est un symbole? C'est-à-dire que quand on exporte ça... Il a des valeurs, on exporte des divertissements, on exporte des valeurs. Ils veulent défendre des valeurs. Et après tout, ils m'ont dit, on en a le droit, puisque au fond, CNN fait ça aussi, c'est aussi des valeurs. Et les Chinois disent, nous aussi on a des valeurs, on veut les défendre. Les Indiens disent, nous aussi on a nos valeurs indiennes, on a le nombre, on a l'argent, on veut les défendre. La seule chose, Frédéric, c'est que toutes ces valeurs, au fond, c'était toutes des valeurs mainstream, et en fait, c'était toutes les mêmes. C'est les valeurs de Disney, vous voulez dire ? C'était les valeurs de Disney et de la MPAA, c'est-à-dire le lobby des studios hollywoodiens. Ils expliquaient quoi? Nous voulons protéger les familles, à Hollywood aussi. Nous voulons défendre pas de sexe, pas de violence. Nous voulons le pluralisme, la diversité. Nous voulons aussi tout simplement que toutes les religions s'entendent. Mais c'est exactement le discours de Disney qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve dans le monde arabe. Et c'est ça le mainstream. Et au fond, ce tapis, il était plutôt gentil. Parce que c'était juste un petit cadeau. Je l'ai ouvert dans mon Starbucks. Parce qu'évidemment, même à Riyad, il y a un Starbucks. Et j'ai eu droit à... Voilà, je voulais vous l'apporter. Escure, justement, quand les Français deviennent propriétaires d'Universal ou d'Ubisoft, c'est de la même façon. C'est nos capitaux. Néanmoins, à Universal, on continue de faire des films américains. Il ne suffit pas d'avoir les capitaux dans cette bataille. Non. Vous ne contrôlez pas le contenu. D'ailleurs, Al-Walid l'a bien compris. Au début, il a investi dans les sociétés américaines, mais il se rendait compte qu'il n'avait pas vraiment le pouvoir sur le contenu. Donc il continue financièrement de faire du bénéfice en ayant investi dans les sociétés qu'évoquait Frédéric, mais dans le même temps, il développe lui maintenant ses contenus et il va exporter à travers le Rotana en question. Françoise Bonnardel, à partir du moment où vous vous intéressez à l'Europe... Elle est effrayée parce qu'elle a vu, je l'ai vu, elle était terrorisée. Qui est effrayée. Non, pas terrorisée, mais il me paraît clair d'emblée qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que c'est de l'industrie culturelle, ça. Bien sûr. C'est du management culturel. Bon. Et alors, l'idée même de placer cette industrie culturelle sous le signe de la guerre, enfin, de la concurrence. C'est moi qui ai utilisé le mot guerre. C'est du commerce. C'est pas de la guerre, c'est du commerce. Le commerce, c'est de la compétition commerciale. La guerre commerciale. C'est de la compétition. Alors, il y a deux idées. D'abord, idéologique aussi. Hein, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre de valeurs. Placer la culture telle on s'est habitué à la penser en Europe, sous le signe d'une guerre, d'un affrontement, et en plus de type commercial, bon, il est évident qu'on a l'impression d'appartenir à deux univers différents. Alors, si l'Europe est effectivement minoritaire, ou en tout cas en position difficile par rapport à cette question, est-ce que c'est pas en raison du fait qu'elle résiste encore à imposer, ou en tout cas à défendre un type de culture
qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. Moi, je ne crois pas qu'on ait deux valeurs et qu'il y ait deux types de culture. Je pense que là on a un petit désaccord. Oui. C'est que d'abord, ce catéchisme, cette rupture, cette ligne de partage entre l'art et l'entertainment, au fond, c'est ça le débat. Je pense que cette ligne Entre la grande a culture disparu. et la culture Entre populaire. La grande culture et la culture, entre la culture de masse. mainstream et la culture un peu l'art, disons. Évidemment, enfin, je ne vous demande pas d'aller jouer dans le dernier clip de Lady Gaga. Je suis sûr que vous ne savez pas qui est Lady Gaga. Mais malgré tout, ce qui me paraît important, c'est que vous n'avez plus cette rupture. Je pense que les Français aujourd'hui peuvent, comme moi d'ailleurs, à la fois aimer Spider-Man ou Alice au Pays des Merveilles, mais en même temps écouter de la musique classique ou vouloir voir une pièce de Tony Kushner. Ils aiment Le Roi Lion, mais ils aiment aussi un film beaucoup plus sophistiqué comme Wong Kar-wai. Et je trouve qu'il y a une espèce de catéchisme. C'est aussi ça que, par ce titre même, Mainstream, le livre veut non pas casser, mais au moins ouvrir. C'est qu'on a le droit. Il ne faut pas culpabiliser si on aime la culture mainstream. C'est pas un drame, on n'est pas malade. Au fond, on peut aimer l'art et l'entertainment. C'est quoi sinon l'art? Est-ce que l'art, c'est obligatoirement la souffrance, un chemin de croix, une punition? Ça peut être aussi de la joie, du bonheur et de l'entertainment. Vous avez quand même oublié, il me semble, quand même le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que l'accélération de la, comment dirais-je, l'accélération du capitalisme culturel, enfin tout ça, etc., passe quand même par l'argent. Et c'est ces masses d'argent, justement, qui arrivaient sur l'art et sur l'art contemporain, si vous voulez, ont complètement fait dériver. Mais c'est parce qu'il y a des masses de profits à faire aussi. Parce qu'il y a eu des nouvelles fortunes, parce qu'il y a eu des nouvelles fortunes, parce qu'il y a eu une spéculation éhontée, parce qu'il y a eu... Là, vous parlez de l'art contemporain. Mais partout, une financiarisation extrêmement importante, et à partir de là, si vous voulez, ce qu'on appelle la culture est devenue une marchandise, parce que maintenant on ne peut pas dire culture, on peut dire marchandise. Vous êtes en train de parler de marchandise. Mais non, et pas de culture. elle a toujours été comme ça. Le jazz, c'était quoi? C'était pas le marché? Non, Hollywood, c'était pas le marché de cette façon-là. Le jazz, c'était le marché. Hollywood, c'était le marché depuis les années 20. Dans la littérature, on vend des livres depuis toujours. Bien sûr que le marché, il est assez neutre. Il est plutôt bon ou mauvais selon les cas. Ça dépend beaucoup. Au moment où la nouvelle vague éclatait en France, en même temps, il y avait quand même les films de Fernandel, il y avait quand même des films mainstream. Et en 1968, au moment où Gaby Cohn-Bendit était au meilleur de sa forme, il l'est encore ce soir, la chanson la plus vendue en 68, c'est Petite fille de français moyen de Sheila. En France. Donc il y avait bien le mainstream et le plus pointu. Ça a toujours existé. Non, mais il y a une coexistence. Le plus pointu maintenant est tombé quand même sous la coupe de l'argent. Non, mais c'est ça qui est vachement pour qu'on comprenne bien, parce que j'ai invité Daniel Granet et Catherine Lamour ici aussi, en même temps, à cause de leur livre sur les secrets du monde de l'art. Parce que de quoi s'aperçoit-on finalement que ce que décrit Frédéric Martel, ce serait un peu l'industrie du prêt-à-porter, on va dire, l'industrie de masse. Et vous, ce serait l'industrie du luxe. Voilà. Mais finalement, ça fonctionne exactement de la même manière et ça aboutit au même résultat, l'uniformisation globale du goût. C'est-à-dire que Jeff Koons ou Damien Hirst, aujourd'hui, sont des stars mondiales exactement comme Desperate Housewives. Sauf que nous, on démontre qu'il y a 100 personnes au monde qui les fabriquent, qui les promeuvent, et qui les vendent et qui spéculent dessus. Voilà, ils sont 100 pour faire le goût mondial. Pour faire le goût mondial. Et à la fin, les collections des musées du monde entier et les collections des collectionneurs milliardaires du monde entier sont les mêmes. Sont les mêmes, absolument les mêmes. Mais donc finalement, les deux arrivent au même point. Oui, parce que premièrement, il y a une guerre idéologique, je suis désolée de le dire, il n'y a pas qu'une guerre économique. La guerre idéologique, c'est celle que mènent les Chinois aujourd'hui pour imposer la culture chinoise dans le monde entier. Et l'exposition de Shanghai en est vraiment l'apothéose. 80 millions de visiteurs vont venir communier sur la terre chinoise qui, elle, en plus, a décidé d'exploiter l'art comme une industrie culturelle, en fait, puisqu'il parle d'ailleurs de l'industrie de l'art. Donc, en fait, il ne se gêne pas du tout. L'art, c'est fait pour faire de l'argent. C'est fait pour faire de l'argent à tous les niveaux. Hein. Bon, donc ça, c'est une guerre idéologique que vous retrouvez en Inde, parce qu'en Inde, on se défend contre la culture américaine, et la culture américaine a beaucoup de mal à pénétrer en Inde, ça, vous le savez. Donc, cette guerre idéologique, il ne faut pas la négliger, parce que c'est l'affrontement de nations
nationalisme très puissant. Mais je vous arrête, Catherine, parce qu'il y a une guerre idéologique à partir du moment où tout le monde aime la même chose. Ah non, c'est-à-dire que les stars, Gupta, attendez juste, qu'on comprenne bien, Gupta, la star indienne de l'art contemporain que personne ne connaissait évidemment. Voilà, c'est très récent. Il fallait qu'il y ait un marché indien pour qu'il y ait des stars indiennes. Enfin, maintenant, il plaît à tout le monde aussi. Encore une fois, c'est une unique. Non, mais c'est en Amérique qui a fait la cote que Frédéric. Bon, le cinéma est complètement pris par l'argent, comme la musique. Je veux dire, de quoi parle-t-on quand on sort des films? On parle du nombre d'entrées et du nombre de milliards de dollars qu'ils ont fait. Parce que ça attire les gens, ils veulent voir les films qui marchent le mieux. On ne parle pas des contenus, on ne parle plus des contenus. Donc la première des guerres, c'est la guerre entre la culture en tant que telle et l'argent. Le pouvoir de la culture et le pouvoir de l'argent. C'est ça la guerre. Vous croyez ça, François? Qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des problèmes à l'école. Mais si, je vais peut-être un peu vite, mais l'un est la conséquence de l'autre. Bon, comment vous voulez motiver des jeunes, en particulier s'ils sont en difficulté scolaire, sociale, etc., à la culture, au sens où l'Europe a essayé de la façonner pendant des siècles, hein, si parallèlement ils sont confrontés à ce marché globalisé, n'est-ce pas, où tout est marchandise, y compris la culture. Je vais vous donner une réponse. Non, mais il y a quand même une vraie question, là. Il y a une réponse. Je vous propose d'écouter la réponse de Damien Hirst, qui est un des plus grands, en tout cas un des plus célèbres, donc un des plus chers artistes contemporains aujourd'hui dans le monde entier. Écoutez ce qu'il va vous répondre. Un veau de 18 mois conservé et figé dans une sorte de gelée de formol. Ceci est une œuvre d'art. Elle vaut de l'or dans tous les sens du terme. Elle vient de se vendre 13 millions d'euros. Même ordre de prix pour ce poulain transformé en licorne et ces quelques cadavres de requins en aquarium. Voici l'auteur de ces œuvres, Damien Hirst, dieu vivant de l'art contemporain, célèbre, richissime et sans complexe. Tout le monde semble penser qu'un artiste doit être pauvre. Moi, je trouve ça fou. Si vous êtes alcoolique, peignant sous la pluie et habillé comme un clochard, alors on pense que vous êtes un vrai artiste. En revanche, si vous gagnez de l'argent, alors c'est très mal vu. C'est ça qui vous choque, alors, c'est qu'il gagne de l'argent? Non, c'est pas forcément qu'il gagne de l'argent, mais s'il gagne de l'argent, Rembrandt aussi a gagné de l'argent. Il en a beaucoup perdu. Beaucoup moins que... Oui, mais il en a gagné aussi. Mais c'est le fait qu'on subordonne l'idée de culture dorénavant à cette espèce de réussite et à cette uniformisation, effectivement, c'est-à-dire qu'on fasse de la culture une marchandise. Et ça, je crois que je crois que c'est pas tout à fait exact. D'abord, si c'était simplement une marchandise, Hollywood produirait du Coca-Cola et des petits pois. Or, les films, chaque film est un prototype. Et la particularité des industries créatives, comme j'emploie le mot dans le livre pour définir ce mainstream, le mot important dans l'industrie créative, c'est le mot créatif. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué de produire du mainstream. Et vous êtes obligé constamment de faire de l'expérimentation, de prendre des risques. Il y a beaucoup de diversité. Vous avez le rôle des universités américaines qui jouent un rôle absolument décisif. Vous avez une nécessité constamment d'avoir la périphérie qui fonctionne avec le mainstream. C'est-à-dire des passages entre les minorités. Par exemple, la question gay, la question noire joue un rôle absolument décisif dans le mainstream. De même que la contre-culture. Excusez-moi, sauf que vous parlez de divertissement, là. Et vous ne parlez pas de culture. C'est pas vrai. C'est la même chose. Pas totalement. C'est quand même totalement la même chose. Non, écoutez, il n'est pas obligé que la culture soit emmerdante. Non, c'est quand même. Si c'est pas réjouissant, la culture. La première des guerres, elle a lieu en France aujourd'hui, d'ailleurs elle n'est pas neuve, entre par exemple Jean Clair, qui défend une culture pure et dure, des musées dont il dit que les conservateurs sont là pour conserver et non pas pour enseigner ni montrer, et puis le fameux directeur de la Pinacothèque qui n'a pas de mots assez durs pour dire que la culture sous la forme de l'art ou d'autre chose doit être accessible à tous. Bon, Jean Clair répond, des musées accessibles à tous, à qui quand on n'a pas la culture pour comprendre et l'éducation pour comprendre, c'est Luna Park. Voilà. Les héritiers sont passés, on parle Françoise Bernardel. Je trouve plutôt gai, pardon madame, que Place de la Madeleine, là où il y avait la queue pour des industries de luxe de bouffe, maintenant il y a la queue pour la Pinacothèque. Je trouve ça extra. Oui, mais ça dépend ce qu'on y regarde. J'ai l'impression que vous voulez faire une différence entre
entre toutes ces œuvres, parce qu'il y en a, c'est de l'argent, l'autre, c'est pas de l'argent. Mais simplement, il y en a qui sont belles et qui dureront, et il y en a d'autres qui ne dureront pas. Cette hiérarchie, elle est parisienne, elle est élitiste, parce que certes, beaucoup d'œuvres du mainstream disparaissent, et on n'en parlera plus dans beaucoup d'années, mais c'est vrai tout autant de beaucoup d'œuvres artistiques qui également disparaîtront, ne sont pas universalistes. En réalité, Godard lui-même l'avait montré, le cœur même de l'art était, disait-il, au début de l'histoire des cahiers du cinéma, l'histoire des studios des années 20 et 30, c'est-à-dire le moment le plus commercial, le plus mainstream, et déjà le plus industriel de toute l'industrie du cinéma. Donc en fait, je ne dis pas que l'art c'est obligatoirement, comment dire, le mainstream, mais ça peut beaucoup bouger. Les choses sont, enfin aujourd'hui, les populations peuvent aimer l'un et l'autre, les frontières bougent, le public bouge. Je pense que cette culture, c'est la culture de nos enfants, c'est la culture de nos étudiants, de mes étudiants à HEC ou à Sciences Po, et il faut la comprendre parce qu'ils peuvent eux aussi à la fois lire Tocqueville et vouloir lire le Da Vinci Code, pour prendre des exemples. Personne ne l'attaque, sauf que vous parlez beaucoup. Moi j'ai été attaqué cette semaine, même aujourd'hui, pour ça, très violemment. Donc on est attaqué. Pas ici. Il y a une vraie rigidité sur ce problème-là. On ne peut pas le nier. En France, plus encore qu'ailleurs en Europe, mais il y a une vraie rigidité en Europe sur cette distinction entre la culture cultivante et la culture mais c'est pour ça que divertissante. C'est pour ça que l'Europe disparaît de la carte, parce qu'elle n'a pas été capable de parler à tout le monde. Aujourd'hui, moi j'adore Patrice Chéreau, j'adore Ariane Mouchkine, mais malheureusement, avec un film de Patrice Chéreau, vous ne toucherez pas 1,3 milliard d'Indiens, c'est tout. Mais alors pour toucher... Il y a quand même une confusion entre... Non, il n'y a pas de confusion. Si, il y a quand même une confusion entre ce que vous appelez... On parlait de culture populaire et culture de masse, c'est pas la même chose. Depuis Adorno, on sait ça. Hein. C'est quand même une distinction très classique. C'est peut-être classique, mais enfin, c'est pas mal de le rappeler. Françoise Bodardel, ce qu'il faut rappeler, c'est c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, il y a aussi une guerre du goût. C'est pas seulement une guerre pour des parts de marché. Il y a une guerre du goût entre une culture, un art, peu importe comment on l'appelle, un art de masse qui plaît à tout le monde et qui n'a pas forcément une grande valeur artistique. Et on pourrait dire quelque chose de plus, ce qu'on appelait autrefois la grande culture, parce que ça durait, c'était éternel. Est-ce que la guerre, pour vous, elle se situe là? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire plaire à tout le monde? Est-ce que ça peut être un objectif culturel de plaire au plus grand nombre? De toute façon, dans l'art, par exemple, il y a plusieurs segments. On dit maintenant il y a plusieurs segments. C'est segmenté. Frédéric, tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire il y a l'art élitiste. Ensuite, l'art, le prêt-à-porter, et puis après, il y a le grand prêt-à-porter, comme H&M, etc. C'est ça maintenant, on est sur des segments. C'est comme ça que ça se passe. Mais d'accord, mais élitiste en quel sens? Comment élitiste en quel sens? Parce que aristocratique, Attendez, aristocratique, si c'est simplement le fait, quand vous voyez dans un musée des gens défiler devant des installations ou autres, et qui généralement vous disent « je n'y comprends rien, ça ne me dit rien, ça ne m'intéresse pas », etc. Parce qu'on leur explique pas. Non mais attendez, les conservateurs de musées, c'est quand même leur boulot. C'est quand même leur boulot, de mon point de vue, de faire comprendre le travail qu'ils font. Mais la culture, ça a été quand même aussi, pendant des siècles, une formation de la sensibilité. Ah oui, mais attendez, on est sur d'autres modes culturels maintenant, évidemment. Mais alors ne nous étonnons pas des résultats. Si vous voulez. Mais on ne peut pas toujours reproduire des... Il y a quand même à la fois l'acquisition d'un savoir. Maintenant, c'est un reflet de ce qui existe, c'est un reflet de nous, c'est un reflet de notre temps. C'est ça la culture. Bon, il faut l'expliquer et il faut que les gens puissent comprendre ça, puissent comprendre l'évolution. On n'est pas dans l'esthétisme comme on était à la Renaissance dans l'esthétisme. En tout cas, ce commerce de divertissement qui peut être une porte, une première porte avant des choses plus pointues, ce qui est quand même très fort dans le livre et l'analyse, l'enquête de Frédéric, c'est que l'Amérique, on connaît sa force de frappe, elle est plus forte que jamais avec le net et avec le reste. Ils ont sophistiqué encore les méthodes. Maintenant, il y a l'Inde, il y a également le Brésil qui est plus fort en Russie par ses produits culturels, alors là, de grande masse, que les autres. Et l'Europe reste incroyablement segmentée. Ça posera un jour ou l'autre un rude problème économique. Je pourrais sur ce sujet, la puissance de l'Amérique latine, notamment des telenovelas. Ce soir, je dirais que c'est vrai que les Européens, on n'est pas très bons sur ces secteurs. On n'a jamais été très bons dans les dramas, comme disent les Coréens. Les telenovelas, on n'a jamais été très bons dans le soap opéra. Même si, ce
qu'on voit ces derniers jours avec, autour de Carla Bruni, on se dit que parfois qu'on est dans des telenovelas. Ça laisse Donc de l'espoir. la France est assez en avance en termes de telenovelas, de drama. Mais le point principal, c'est que vous avez effectivement, pour redevenir sérieux, une vraie guerre entre, je dirais aujourd'hui, des pays très nombreux à être émergents. C'est aussi le Mexique, c'est le Brésil, on l'a dit, mais où vous avez des pays comme l'Égypte, l'Indonésie. L'Indonésie, c'est plus de 230 millions d'habitants. Un pays majeur en Asie qui est en plus le premier pays musulman au monde. Moi, je suis allé rencontrer les patrons des groupes d'entertainment. Ils veulent eux aussi exister dans la zone asiatique, mais aussi partout dans le monde. Alors, pour répondre à votre question, vous disiez, ça veut dire quoi de parler à tout le monde? Mais ça veut dire aussi faire du commerce. Ça veut dire aussi pour la... Oui, mais c'est aussi un point important. Pardonnez-moi, mais en jeu sont des millions, je dis bien des millions, ce qu'on appelle la creative class, c'est-à-dire la classe créative. Tous ceux qui, il y a beaucoup d'étudiants sur ce plateau qui viennent justement d'écoles de commerce, d'écoles surtout d'art, d'écoles de technologie, j'ai parlé à certains, tout ça représente cette creative class, ça représente des millions d'emplois. Vous avez aux États-Unis toute une émergence d'une immense quantité de personnes qui travaillent dans tous ces secteurs, qui innovent grâce à Internet, qui sont présents partout. Et le point qui m'a le plus, et je termine avec ça, marqué quand je voyageais, c'est qu'en France, par exemple, on est dans une forme de résistance constamment. On veut défendre des produits, alors que les produits culturels disparaissent. Tout devient des services et des flux culturels. Et lorsque vous êtes en Inde, lorsque vous êtes au Brésil, lorsque vous êtes à Dubaï, comme à Rio, comme à Mexico, vous avez face à vous des jeunes, parce que souvent c'est des patrons de groupes qui ont des milliers de salariés, et ils ont 35 ans, ils ouvrent les bras comme ça, ils disent, nous, Internet, ce sont des opportunités, nous on voit des menaces. Eux, ils parlent d'une aventure qui s'ouvre, d'une immense richesse qui s'ouvre pour eux, et nous, on est là avec notre petite loi Hadopi, avec Sarkozy, qui est passé de la diversité culturelle à l'identité nationale, et on s'enferme, on ne parle pas à nos Français issus de l'immigration, et on se recroqueville, on se rapetisse. On s'égare là, mais écoutez, il y a quand même... Le problème, on ne s'égare pas, on est au cœur des industries culturelles. On refuse la mondialisation au niveau culturel comme ailleurs. Mais ça, c'est une position idéologique. Non, Madame Lamour, votre nom est magnifique, mais c'est idéologique. Pas du tout. Je sors d'un débat tout à l'heure où on parlait de comment fabrique-t-on un artiste. Bon, et personne n'a parlé dans ce débat, personne n'a parlé de la mondialisation. Je veux dire, aujourd'hui, la culture, elle est mondialisée. Bon, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, elle est mondialisée. Tout créateur qui fait quelque chose, il devient de fait quelqu'un qu'on peut marchandiser, qu'on peut... Mais attendez, je voudrais me poser une question parce que vous avez vous-même observé très très bien comment on fabrique des artistes qui existaient quand même, mais ils sont choisis à un moment. Parce que pour moi, tout ça, ça reste une guerre du goût. Il y a un goût qui s'impose et il va devenir le goût mondial. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'ont de commun tous les artistes contemporains aujourd'hui qui figurent dans tous les musées, privés et publics, et dans toutes les collections du monde? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Quel est le goût qui a triomphé aujourd'hui? Quel est le goût qui a été choisi par les 100 personnes dont vous nous dites que c'est eux qui manipulent tout le monde? Moi je dirais qu'effectivement, il y a une forte pression de la part du monde occidental, qui a des méthodes et qui a des connaissances et qui a de l'argent, mais qui a aussi une forte résistance, et ça tu le dis d'ailleurs, une géopolitique de la culture qui se met en place avec une créativité formidable du Moyen-Orient, par exemple, qui crée des produits typiquement moyen-orientaux qui sont écoutés très souvent et par énormément de gens chez nous. Donc en fait, il y a ce que les Chinois appellent la grande lessiveuse de la culture. Je m'excuse, je pense que ça va vous choquer, mais c'est un mot qu'ils emploient absolument tout le temps, la grande lessiveuse de la culture, d'où il ressort que finalement, l'espoir par exemple, des peintres chinois les plus connus, c'est qu'on arrête de dire qu'ils sont chinois. Oui, c'est qu'ils ressemblent aux autres. Mais parallèlement à ça, le gouvernement chinois est en train de former des milliers d'étudiants pour fabriquer de l'art, comme ils peuvent fabriquer du cinéma aussi, comme ils peuvent fabriquer de n'importe quelle forme d'entertainment et l'exporter eux aussi. Voilà, donc c'est la guerre. Pour répondre à la question de Frédéric, qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous les artistes dont nous avons parlé et nous avons montré comment ils étaient fabriqués dans ce livre. Bon, le commun, c'est financièrement fabriqué. C'est la rupture. Ce sont tous des artistes de rupture. Damien Hirst, discours. C'est un discours, mais c'est vrai. Que ce soit Jeff Koons avec ses ballons, etc. Rupture, bon, c'est comme ça. Que ce soit Damien Hirst, c'est pareil. Que ce soit Prince, c'est pareil. Que ce soit Murakami, c'est pareil. Tous les artistes stars qui coûtent entre 5 millions et 10 millions d'euros ou de dollars, ça dépend des fois, ce sont tous des artistes que les grands collectionneurs, les grands marchands, voire quelques conservateurs, etc.,
ont choisi pour les monter en puissance, pour les monter au pinacle, parce que justement, ils faisaient une rupture par rapport à l'histoire de l'art. Et c'est ça le problème. Non, mais moi, je ne vois pas pourquoi l'ouverture opérée par la culture passerait forcément par la commercialisation et par tout ce que vous décrivez. Nous avons en Europe une tradition de l'ouverture par la réflexion, par la formation du jugement, par la sensibilité qui a tout à fait encore des raisons d'être et qui est tout à fait susceptible en plus de répondre à des problèmes contemporains. Sauf qu'aucun des grands artistes dont on parle n'est européen. Ils sont tous anglo-saxons. Vous parlez de quelle Europe du 18e oui, de je vous en prie. Non, sérieusement, les outils européens aujourd'hui en la matière. Parce qu'il n'y a plus de culture sur le cinéma. Européenne. La réalité, c'est ça. Il n'y a pas un film aujourd'hui mainstream qui fait. On accepte d'avoir l'euro, mais en même temps, chaque pays veut garder son drapeau culturel. Parce que ce qui se passe, c'est pour répondre à la question tout à l'heure. Et en fait, moi, je ne suis pas d'accord sur l'uniformité du goût. Et la mondialisation, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois une mondialisation, effectivement, de produits super mainstream, très américain, mais qui pourront bientôt peut-être être chinois ou indiens, mais c'est aussi en même temps le renforcement partout des cultures nationales. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une uniformité. En France, le cinéma, la musique, et c'est vrai, à Prague, j'étais à Madrid, j'étais à Rome, vous allez au Mexique, vous allez au Venezuela même, vous allez en Iran, tous les pays où j'ai été, à Dubaï, vous avez des cultures nationales très fortes. Mais prenez l'exemple, en France, la culture populaire, celle qui résiste aux autres, c'est Johnny Hallyday, c'est Camping, oui, mais c'est Luc aussi des choses. Besson. C'est aussi des choses très bien, beaucoup de choses. Simplement, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que l'autre culture, ce qu'il y a en face, partout dans le monde, c'est la culture américaine. C'est-à-dire que ce qu'a fait les Américains, ils n'ont pas détruit les cultures nationales, ils ont remplacé l'autre culture et ils sont devenus la puissance. Mais parce que l'Europe est incapable. Avec une puissance de feu, avec une puissance. Mais c'est quoi les solutions? L'Europe, c'est pas pourquoi l'Europe ne défend pas? Non, mais d'accord. Mais pourquoi l'Europe? Pas d'accord, c'est un problème. Parce qu'elle a votre discours. L'Europe, vous ne pouvez pas avoir un produit qui va Pierre Lescure, à présenter l'époque le où vous grand dirigiez Canal+, et que Canal+ s'implantait partout en Europe, en Espagne, en Italie, en Pologne. On aidait les différents cinémas locaux. Il n'y avait pas un film qui... Alors nous, on le faisait voyager à travers la télé. C'est-à-dire que quand un film français, un film italien, un film espagnol dans lequel on avait mis de l'argent, était diffusé sur l'ensemble des canaux, ou des canals en tout cas. Mais l'Europe le fait de moins en moins pour l'instant. C'est dommage. Notamment parce elle a parfaitement la possibilité de le faire en se fondant sur son patrimoine culturel. Écoutez, pourquoi les artistes français contemporains, les artistes plasticiens, il leur manque un zéro? C'est ce qu'on a découvert, on ne le savait pas. Il manque un zéro. Alors qu'il y en a qui se vendent, mettons les Américains, c'est 100 000. Voilà, absolument, c'est 100 000 $. En France, c'est 10 000 $. Pourquoi? Bon, ils vous répondent que ça leur est égal. Ils vous répondent, je l'ai entendu il n'y a pas une demi-heure, ils vous répondent que ça leur est égal, parce qu'au fond, ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils créent. Moi je ne suis pas contre ça. Hein. Heureusement. Non, alors pour répondre à la question, l'Europe ne peut pas. C'est que, quoi qu'on en dise, on est en guerre. C'est la vérité. Il y a une guerre. Cette guerre, c'est la guerre du soft power, comme tu dis en anglais, qui est ce qu'on appelle le pouvoir doux, c'est-à-dire de savoir quelle est la culture qui va influencer le reste du monde. Bon, aujourd'hui, la guerre, principalement, elle est entre les Américains et les Chinois. Mais les Chinois, ils vont très fort. Ils vont très très fort, parce qu'ils ont 1,5 milliard de clients, pour commencer. Donc, ils ont un marché intérieur considérable. Et sur ce marché intérieur, ils ont l'intention de faire du cinéma, de la musique, de la chanson, du musical, de l'art, de la littérature. Bon, et à partir de là, on va le propulser ailleurs. Et ils sont extrêmement militants. Alors nous, on a ça. Ils préservent leur patrimoine. Nous avons ça aussi. L'émission se termine très vite. Nous autres Européens, nous avons ça aussi. Pourquoi nous ne faisons pas pareil? Nous sommes leader mondial du jeu vidéo. Nous sommes leader mondial de la musique avec Universal. Le seul problème, c'est que le siège social d'Universal, il est à New York. Et la plupart des jeux vidéo que nous produisons, que ce soit Ubisoft, que ce soit Activision ou Blizzard, qui appartiennent à Vivendi ou à Ubisoft, produisent essentiellement des jeux vidéo américains. Donc c'est pas le tout de posséder avec l'argent ces studios. C'est comme Bertelsmann qui possède Random House, mais Random Sony, Sony qui est japonais, qui fait avec Sony Pictures et avec Sony Music essentiellement du cinéma et de la musique américaine. Donc c'est là aussi le problème. D'ailleurs, en cela, toutes les théories un peu gauchisantes qu'on entend anciennes manières qui venaient dire il suffit de posséder les moyens de production pour avoir de l'influence, ça marche pas du tout. Parce que vous avez beau posséder Sony, ça fait des films américains. Donc c'est pas ça la clé. La clé, c'est comment on arrive à faire des contenus mainstream pour parler à tout le monde, même si en même
même temps, et là je vous donne tout à fait raison, il faut aussi défendre des subcultures, il faut aussi défendre l'art, il faut constamment défendre des produits avec de la qualité et une excellence. Je vous interromps parce que l'émission va se terminer. Comment voulez-vous que le Françoise souci Bonnard. d'excellence soit préservé dans ces Mais conditions-là? elle l'est, moi je défends autant l'excellence que le mainstream. Non, enfin, c'est pas compatible avec le business. On va donc compatible. On va se séparer là, on se retrouve lundi et on se quitte avec de la culture mainstream, j'en suis sûr, puisqu'il s'agit d'un groupe français qui s'intitule The Penelopes et qui va nous interpréter Licked by Love, les Penelopes. C'est à vous. Bonsoir.
Retrouvez les vidéos de l'émission, c'est sur le site de Ce Soir ou Jamais, sur france3.fr. C'était Ce Soir ou Jamais avec les théâtres parisiens associés.